Bonjour à toi, cher spectateur, qui aime bien les théories du complot, qui pense que peut-être il y a un État reptilien sous les États-Unis, qui pense que peut-être Donald Trump veut mettre en avant ces reptiliens, qui pense juste peut-être que Emmanuel Macron est un franc-maçon ou un extraterrestre qui serait venu nous envahir, je ne sais pas. Et bienvenue dans cette vidéo, donc, qui aime les théories du complot, qui aime les films un peu barrés, qui aime le cinéma de Yorgos Lanthimos et qui va parler de son nouveau cru 2025 qui se nomme Bugonia. L'histoire. Je vais essayer de pas trop vous en dire. Mais disons qu'on va suivre Teddy et Don, qui sont cousins, qui s'entendent bien, qui vivent un petit peu en marge de la société, qui sont donc apiculteurs, qui ont l'air d'avoir des petits boulots à gauche ou à droite, notamment Don qui a l'air de faire un peu tout et n'importe quoi, et Teddy qui travaille dans un entrepôt qui ressemble un petit peu à Amazon, mais ça n'est pas Amazon, puisqu'il travaille pour une certaine Michelle, qui a une grosse entreprise. Et les deux vont se dire que ça serait bien de kidnapper Michel pour essayer de voir si potentiellement ça serait pas une extraterrestre. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais trop vous en dire, mais voilà, sachez que vous partez dans un délire où on ne sait pas si Michel est une extraterrestre ou non, et on ne sait pas si Teddy et Don sont cinglés ou sains d'esprit. Et pour en parler avec moi, dis donc, vous êtes déjà de retour, mon cher Colin. Oui, j'ai vu la lumière, je suis rentré, ça va. C'est ça. Cool. Comment vas-tu? Ça va. Toujours pour parler de Lanthimos. On les enchaîne. Ouais. Je crois bien parce que... oui, Pauvre créature, Case of Canes, Bugonia. Voilà, on enchaîne. On a un espèce trilogie. de triangle sacré. Nouvelle collaboration donc entre Emma Stone et Yorgos Lanthimos et Jesse Plemons également. On peut rajouter lui à leur petit triangle amoureux maintenant. On n'est même plus une histoire de Emma Stone et la muse de Yorgos Lanthimos. On peut dire clairement qu'ils sont en train de faire un beau triangle amoureux tous les trois. Projet qui était, ma foi, assez attendu comme la plupart des films de Lanthimos. On va pas se mentir, là on est pile poil dans le film qui sort pour la course aux Oscars. Sur le papier, ça avait l'air d'être bien amusant. Ouais. Tu voulais dire un truc? Je voulais juste dire que, en termes d'attente par rapport à Lanthimos, personnellement, et j'avais pas mal de gens à avoir cette réserve-là, j'étais curieux de le voir se lancer dans un remake. C'est vrai. Save the Green Planet, de Jang Joon-wan, qui est sorti il y a maintenant... Milieu des années 2000, je crois. Ouais, c'est ça, j'allais dire 15 ans, 20 ans, mais ouais, je crois 2006 ou 2007, un truc dans le genre, ouais. Et je sais pas si t'as vu le film original. Non, je ne l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu il y a longtemps, donc mes souvenirs sont un peu flous. Mais de ce que je fais le film, j'étais en mode... Alors, je vois pourquoi cette histoire intéresse Lanthimos, mais qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Je ne comprenais pas trop ce qu'il allait foutre là-dedans, principalement parce que je voyais pas ce qui était intéressant à apporter sur une planète. J'ai eu ma réponse en sortant de la salle. Voilà. Il est mystérieux. Il est mystérieux. Comme le film. Oui, parce que c'est clair que le pitch de base, de toute façon, de ce genre de métrage me rappelle beaucoup le précédent film qu'avait scénarisé Will Tracy, qui est donc à l'écriture de ce film-là, qui était The Menu, qui était très différent. Je ne vais pas avoir beaucoup de comparatifs à faire entre les deux, mais qui, dans sa logique de révéler tout un tas de choses au fur et à mesure de son avancée dramatique, avait un petit peu des réminiscences de ce que voulait nous proposer Bugonia. Donc on avait un espèce de petit ensemble qui semblait assez perché, assez étrange, à l'image des trois quarts des films que nous offre Lanthimos depuis maintenant plusieurs années. Un délire bien barré avec des personnages qui semblaient pas forcément très empathiques, mais en tout cas charismatiques. Et c'est là que je vais m'arrêter de parler, que je vais me tourner vers toi, Colin, et que je vais te demander ce que tu as pensé de Bugonia. Eh ben, c'était cool. C'était très cool. Je trouve, encore une fois, que pour un mec dont on pourrait craindre qu'il fasse un peu un syndrome Burton, c'est-à-dire qu'il tourne toujours avec les mêmes gens, qu'il a quand même un style très atypique, que ce soit visuel ou en termes de ton, et un nom qui maintenant est un argument marketing, ça n'a pas empêché Case of Canes de faire un bid, mais un nom qui est un argument marketing, on pourrait avoir peur qu'il s'enferme dans un truc, et il nous donne un peu tort, c'est-à-dire que Bugonia sent totalement le Lanthimos, et en même temps est très différent de Case of Canes, qui était très différent de Pauvre créature, qui était, j'allais dire, très différent de La Favorite. Pauvre créature, La Favorite, c'est un peu un diptyque, mais c'est encore une performance très différente pour Emma Stone, et le film est cool, même si j'aurais un chouïa plus de réserve que sur Case of Canes et Pauvre créature, je pense. Je ne sais pas si ces réserves font que j'apprécie moins le film, mais il y a
Ouais, j'ai une petite réserve en plus Ok. sur la direction que prend Lantimos avec ce qu'il essaye de raconter. Mhm. On va dire ça comme ça. Eh ben, je vais te soutenir sur pas mal de choses. En fait, je trouve que depuis maintenant un bon 3 films, Lantimos a une bonne dynamique de conception et de création. C'est-à-dire qu'il a un style, il a une envie, il a des choix et des partis pris qui sont assez clairs. Je trouve qu'il s'accommode beaucoup plus de scénarios qui sont cohérents avec son style visuel, qui ne sont pas uniquement parfois en décalage, comme ça pouvait être le cas par exemple de La Favorite, où je trouve qu'il y a toujours ce côté, si ça n'avait pas été Lantimos qui l'avait réalisé, ça aurait été un film très classique. Et je m'obstine à penser que Tony McNamara l'a écrit comme ça. Et du coup, heureusement que Lantimos est arrivé dessus et a greffé cette espèce d'objet complètement loufoque et atypique qui a fait que La Favorite est devenue ce qu'il est aujourd'hui. Je pense que La Favorite, il a aussi accepté que c'était son carton d'entrée à Hollywood. Tout à fait. Parce que The Lobster est quand même produit en Europe, je crois. Ah oui, en grande partie production européenne. Ouais, C'est-à-dire, La je crois qu'il y a un Favorite. peu de l'italien, il y a un peu de l'anglais, il y Faut que je a... revérifie, mais Favorite, je crois que c'est le premier film qui produit vraiment 100% Searchlight Pictures. Et du coup, je pense qu'il avait accepté. C'est un peu bon. Je me calme un peu sur le scénar et c'est ma carte d'entrée aux US. C'est quand même 100% un film de Lantimos, La Favorite. Ah bah clairement, clairement. Mais du coup, voilà, je trouve que depuis, il a vraiment réussi à trouver un bon équilibre et qu'il fait en sorte que son esthétique ne prenne pas trop le pas sur l'écriture, mais qu'elle soit quand même assez présente pour donner une identité à ses films. Et Bugonia, c'est typiquement le genre de métrage où dès le début, on retrouve un petit peu de ses thématiques, on retrouve de son intérêt à la fois pour les relations humaines, mais également pour les relations juste de désir et d'attente que l'on peut avoir, du rapport que l'on va entretenir avec l'autre. C'est un film qui, encore une fois, est finalement simple et en même temps assez dense pour réussir à faire en sorte qu'on se laisse embarquer, C'est- même si pour autant je trouve qu'il est un poil trop long pour ce qu'il est. C'est un peu ce qui avait fait que le film original avait un petit statut culte auprès de certains cercles d'initiés, c'est que c'est complètement un high concept. Mhm. Lantimos, il n'est pas forcément très high concept d'habitude. Enfin, ou alors c'est des films qui, quand tu les pitches comme ça ressemble à du high concept, et en fait pas du tout. Ou des fois même c'est un pitch qui peut sembler très classique et c'est dedans qu'il greffe un high concept. Ouais. Et non, là, c'est un des rares films où il se tient à son concept de base. C'est-à-dire que c'est un huis clos, où on ne sortira pas du dialogue entre ces deux camps. Et il arrive quand même à s'approprier totalement l'exercice. Mhm. Mais ouais, je te rejoindrai peut-être un peu sur le côté un petit poil long. Pas dans le sens où on s'ennuie, mais il y a un moment où on se dit, bon, on peut passer à l'acte suivant peut-être. Exactement, exactement. Je te propose qu'on saute dans l'écriture, parce qu'on va avoir pas mal de choses à évoquer. Donc, comme on l'évoquait, c'est basé sur le film de Jang Joon-won qui s'appelle Save the Green Planet. Et le scénario est écrit par Will Tracy, qui est surtout connu pour être un des scénaristes principaux de la série Succession, et dernièrement avoir écrit le film The Menu, qui était personnellement une petite clacasse quand je l'avais C'était vu. sympa, Je c'était m'attendais très pas sympa, du ouais. tout à avoir un truc cool, et ça avait vraiment bien marché sur moi. Euh, Tu l'as très bien dit dans le résumé que tu as fait de ce qu'est ce concept, c'est-à-dire que c'est un huis clos, et j'irai même encore plus loin, ça a un côté très théâtral. Je Ouais. trouve que Will Tracy a vraiment voulu construire un film qui pourrait très facilement se transposer en une pièce de théâtre un peu baroque, loufoque et bien déjantée. Ça me surprendrait même pas que demain on entende à Broadway Bugonia the Musical. Pourquoi pas? Pitié. Mais dans le sens où vraiment il a appuyé le fait que il doit y avoir grand maximum 5 personnages principaux. Et vraiment, je le pense sincèrement, c'est une très bonne idée. Parce que vu que dernièrement, Lantimos, il a multiplié les protagonistes, même si dans Kinds of Kindness, il les avait un petit peu réduits, dans le sens où c'était quand même un film qui était basé sur, allez, grand max 6-7 personnages, il avait quand même une pluralité de points de vue qui faisait que la plupart de ses films, ils pouvaient s'étendre dans plein de directions. Et là, l'idée de justement avoir Will Tracy qui se dit bah moi mon concept il tient en 3 personnages enfermés dans une maison et qui vont causer les 3 quarts du temps sur je suis une extraterrestre, je suis pas une extraterrestre. Bah, l'idée fonctionne. Et encore une fois, on est dans cette optique que vu que le film s'ancre dans une Amérique actuelle où les points de vue, les regards et les théories du complot sont très appuyées par notamment un président, mais pas que, par des chaînes de télé et autres, qui laissent un petit peu trop de place justement à cette idée que si tu as un truc qui est implanté dans ton cerveau et que tu t'es persuadé que c'est la réalité, bah, qui est-ce qui va pouvoir te faire dire le contraire ou te faire voir l'inverse?
Le film, du coup, gagne une dimension que je pense Will Tracy a vraiment envie d'appuyer dans le côté un peu décalé. C'est des personnages qui sont ancrés dans leur univers et qui pourtant sont trop ancrés dans leur univers. Je ne saurais pas comment mieux le résumer, c'est-à-dire que c'est vraiment un film qui part du principe que prenez ces personnages, acceptez le fait qu'ils aient une certaine pensée du monde, mais que c'est pas la bonne, et tant pis. C'est assez bien illustré par la séquence d'ouverture où on met en parallèle le personnage d'Emma Stone qui prépare sa journée avec le personnage de Jesse Plemons et son cousin Teddy Eden qui prépare la leur. Et on voit que ça va littéralement être deux mondes complètement différents qui vont se clasher. Et on retrouve surtout la thématique qui obsède Lanthimos dans toutes ses films, c'est-à-dire la perversion des relations sociales. Et là, en l'occurrence, il s'intéresse à un truc auquel il n'avait pas du tout... C'est étonnant, vu l'époque dans laquelle on vit, qu'il ne s'était pas penché avant, mais je pense qu'il attend les bons scripts. Il s'intéresse au parasocial, en fait. Comment tu gères ta relation avec quelqu'un que tu ne connais pas, mais qui est présent au quotidien dans ta vie. En l'occurrence... un employé, sa patronne. Un employé, sa patronne qui est clairement un décalque de Elon Musk, Jeff Bezos, vraiment les personnes très très riches, qui sont extrêmement présentes médiatiquement, qui font partie de nos vies quotidiennes, mais qu'on ne connaît pas. Mais qu'en même temps, on connaît un peu quand même. Et qui dit que tu peux partir à 17h30, mais si t'as pas fini ton boulot, ça serait quand même mieux que tu restes, mais tu peux quand même partir à 17h30 libre à toi, mais par contre, si t'as pas fini ton boulot, ça serait bien quand même de finir. Il double un peu ça d'une critique du monde de l'entreprise qui est très amusante et qui touche à son côté satirique. Et on retrouve aussi le fait que, comme souvent chez Lanthimos, c'est hyper bien dialogué. C'est pour ça qu'on s'ennuie pas, c'est trois personnes dans une cave qui discutent, c'est hyper bien dialogué. Et encore une fois, je pense qu'il faut saluer le fait que Will Tracy, c'est un très bon scénariste de dialogue. Parce que le menu, c'est du dialogue de ouf. Le menu, c'est du dialogue de ouf. Et Succession. J'ai pas fini de regarder Succession, mais le peu que j'ai vu, les dialogues, c'est hyper impressionnant et c'est millimétré. Il y a peut-être par moments des relents de Aaron Sorkin dans la manière de jouer sur du ping-pong de dialogue. C'est moins ça ici, mais pour autant, c'est très bien structuré parce que il y a un jeu de ping-pong à côté du terrain. Je ne saurais pas comment dire. Je vois ce que tu veux dire, ouais, okay. Ou même mieux, j'aurais dit de table de ping-pong, mais tu sais, tu as relevé un côté pour faire du ping-pong avec toi-même. C'est-à-dire que c'est littéralement deux personnages qui ont deux tables de ping-pong séparées, mais qui sont persuadés de faire un match ensemble, alors qu'en fait, ils sont juste en train de faire un match contre eux-mêmes. En fait, ce qui est passionnant, c'est que ça pourrait être super chiant de faire un film où tous les dialogues sont des dialogues de sourds. C'est-à-dire qu'un perso dit « Je vous jure que je ne suis pas une alien ». Si t'es une alien. Non mais je ne suis pas une alien. Oui mais si t'es une alien. Non mais attendez, je vous jure je suis pas une alien. Oui mais moi je te jure t'es une alien. Ça pourrait être insupportable au bout de 10 minutes. Et en fait c'est tellement bien amené, bien écrit, bien joué aussi, faut le dire, qu'on reste dedans dans ce dialogue impossible entre ces deux mondes et ces deux personnes qui sont tellement genre bloquées dans leur conception du monde et de la société que le dialogue est totalement impossible. Et à chaque fois qu'on a l'impression que ça avance, il y a quelque chose qui va faire que, en fait, ça avance pas tant que ça. Et c'est fort d'avoir réussi à faire un film où on s'ennuie pas, alors que le concept, c'est que la discussion n'avance pas, quoi. Et puis en plus de ça, pour pas trop spoiler, même si on va se prendre un petit moment quand même pour raconter quelques aspects un petit peu révélateurs de l'histoire, ce qui est intéressant aussi, c'est que tout le but de cette écriture de dialogue, souvent machiavélique, j'aurais presque envie de dire, c'est de jouer sur un décalage, mais aussi un humour un peu cinglant et pince sans rire, qui fait que les protagonistes passent leur temps à se manipuler les uns les autres, à dire non mais si tu me dis que t'es une extraterrestre, t'inquiète, on va discuter, il va pas y avoir de problème, tout va bien se passer. Et l'autre en face, ouais mais si je te le dis, du coup tu vas être gentil avec moi, tu vas réussir à faire ça. C'est très intelligent et ça se développe notamment dans ce qu'on pourrait appeler le début du troisième acte, qui a tout un paquet de révélations qui consiste à jouer sur des dialogues où un perso en manipule un autre et s'amuse justement de la situation et décale un petit peu pour presque changer le rapport de conflit. C'est très intéressant de ce point de vue-là, justement, de jouer sur les rapports de conflit, parce que vu que le film est constamment à mettre Teddy et Don sur un espèce de piédestal, et du coup, bah, le personnage d'Emma Stone complètement à côté, en mode, bah elle, on peut pas trop, elle peut rien faire. Tout le jeu de dialogue qui se développe dans ce deuxième acte, troisième acte est très intéressant du coup à voir, parce qu'on se laisse complètement prendre au jeu, et pourtant on sait très bien dans quelle direction ça va aller. D'ailleurs, dans le rapport par rapport au film original, déjà je noterais que une des différences par rapport au film original, c'est que le film original est dans un humour beaucoup plus cartoonesque et beaucoup plus orienté sur... Dans le film original, clairement, il torture la personne qui kidnappe, Ok. qui est un PDG d'ailleurs, dans le film original. C'est un homme et sa femme
qui capture un PDG dans le film original. Il le torture clairement, hein. Il y a des scènes de torture où ils lui font des trucs horribles mais qui ont un côté un peu rigolo parce que c'est un peu farfelu. Mais c'est compliqué à expliquer. Bon. Surtout l'autre grosse plus-value, c'est que on n'a pas du tout le même rapport aux théories du complot aujourd'hui qu'on avait à l'époque de Save the Green Planet. Ah bah ça, je te le fais pas dire. Et donc, je trouve que le film arrive super bien à mettre en avant cette question-là du complotisme, notamment au niveau de l'écriture de Ted. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont écrit de manière à ce que... Ça aurait pu juste être un gros con, un gros redneck, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs fois où d'autres personnages lui font la remarque qu'il a le bon diagnostic, mais pas la bonne cause. C'est-à-dire que plusieurs fois dans le film, quelqu'un lui fait la remarque de « c'est pertinent ce que tu dis », et après typiquement, il est apiculteur, ça je peux le dire, c'est le début. Il s'inquiète du fait que les abeilles sont en train de mourir en disant « c'est extrêmement important que les abeilles vivent pour l'écosystème. Bon voilà, je suis pas apiculteur, je vais pas vous faire le speech, mais c'est vrai que l'extinction d'abeilles, c'est un truc qui est hyper inquiétant d'un point de vue écologique. » Et donc on est en mode « ah c'est vrai, c'est un ami des animaux ce Ted finalement ». Et il embraye sur « ça c'est parce que les aliens ils veulent nous affamer ». Et t'es en mode « non Ted, Ted, t'étais pas si loin, merde !» Et tout le film joue là-dessus, c'est-à-dire que il met en avant le fait que le complotisme part de vrais problèmes que tu peux constater. Généralement, la base du complotisme est intéressante, c'est la finalité ou les conclusions qui y sont amenées qui posent généralement plus la question du « es-tu sûr de ton coup ?» Oui, et qui amène à des modes d'action, du coup, c'est ça. Pas ouf, parce que kidnapper pas les gens, merde, c'est pas cool. Ça marche pas, ça marche pas. Et ça me permet d'enquiller sur un petit spoil très léger, puisqu'il faut qu'on évoque la fin qui donne un peu de sens à tout ce film, donc le timecode apparaît juste là, puisque donc, extraterrestre ou pas extraterrestre? Colin, du coup extraterrestre. Voilà. Comme dans le film original d'ailleurs. Voilà, extraterrestre, en plus très cynique, puisque va dans mon placard, je te jure c'est un téléporteur, il pète, oui. Mais en fait c'est un vrai téléporteur. Toutes les 20 dernières minutes du film sont très drôles. Pour le coup c'est vraiment le moment où on sent que Will Tracy s'est dit, on s'est retenu de péter pendant 1h30, les 20 dernières minutes vous allez vous marrer et vous allez vraiment trouver ça complètement éclaté. Et donc tout le but c'est de jouer justement sur ça, et ce qui est très intelligent, c'est que Will Tracy a poussé le vice extrêmement loin, puisque les extraterrestres sont tout droit sortis d'un épisode de Galactica. Et je ne parle pas de Battlestar Galactica, je parle de Galactica. Oui. Et qu'ils font des expérimentations sur un plateau qui est en fait la Terre. Donc, une Terre plate, avec un dôme autour. À partir de là, je pense que niveau humour et niveau décalage par rapport aux nombreuses théories du complot qui sont souvent évoquées par rapport au fait que la Terre est sur un plateau, qu'il y a une grande muraille, plein de neige tout autour pour la garder, et qu'accessoirement il y aura un petit dôme dont on ne saurait pas vraiment expliquer l'intérêt si ce n'est de simuler un soleil, je trouve ça hilarant. C'est vraiment le point où je me suis dit, ok, Will Tracy, je pense que c'est vraiment un mec qui a fait des recherches, qui a voulu se plonger dans l'univers des théories du complot et qui s'est dit, il faut que dans la finalité, les gens se disent, c'est l'espèce de théorie du complot ultime, mise en scène et construite de cette manière-là. Ouais. C'est vrai qu'il y a ce côté vraiment la fin qui décide de lever le frein à main et de partir à fond d'un coup, alors qu'on s'est tapé genre un huis clos juste entièrement dialogué jusque-là. Moi, ceci dit, c'est sur la fin que j'aurais ma principale réserve sur le film. Je trouve que la conclusion, la toute fin, que je vais pas spoiler exactement, mais la conclusion du film est un peu facile. Je sais que l'Antimos, c'est un gros misanthrope qui pense pas forcément que l'humanité doit tous crever, mais dans ces films, en tout cas, il y a un côté très misanthrope qui ressort de... Il n'a pas beaucoup confiance en ses congénères humains. Je trouve la fin est un peu facile, fait un peu Edgy Boy de 14 ans. Enfin, fait un peu Edgy Boy de 14 ans. Non. Sur le principe, je trouve la conclusion facile. Il emballe ça dans une jolie séquence, quand même, je tiens à le dire. Ah, j'avoue que ça m'a bien eu la manière avec laquelle Tracy a construit la fin. C'est-à-dire qu'on s'y attend, on la voit venir, et pour autant, quand elle arrive, on se dit « Ah ouais, le jusqu'au boutisme complet, pourquoi pas ?» Le jusqu'au boutisme, le choix de la musique marche bien aussi. Après, là où j'aurais un autre petit souci, c'est que je trouve que ça fait malheureusement écho un peu à des discours d'écologistes radicaux, pour pas dire pire. L'humanité et le virus et ce genre de trucs qui sont... Ah, tu parles de la fin de Resident Evil, chapitre final. Oui, je suis complètement d'accord. Qui sont des discours très contestés dans la psychologie, etc. Je trouve que
il franchit jamais le pas jusqu'à aller sur ces discours-là précisément, Mhm. puisqu'il y a aussi l'idée que les aliens sont un peu un reflet de nous, et du coup, leur conclusion est plus ou moins montrée comme complètement pétée. Mais voilà, j'avais un peu une gêne à la fin du film en mode, bon, c'est un peu facile et je suis pas sûr d'où ça emmène la réflexion. Mais la séquence est jolie. À côté, j'ai eu 2 heures de film qui m'ont bien convaincu avant. Donc c'est ma seule petite réserve sur l'écriture, je pense. En termes de mise en scène, je ne vais rien vous apprendre. Yorgos Lanthimos est un esthète, quelqu'un qui a une certaine vision et une certaine logique de création cinématographique qui fait que ses films sont généralement des objets qui ont quelque chose d'atypique. Bugonia ne change pas la règle, puisque clairement, après avoir fait du 1,66 avec Pauvre Créature et du Scope avec Kinds of Kindness, le mec décide de faire du 1,50. Un format très hybride, mais qui est vraiment de plus en plus à la mode. En fait, le 1,50, normalement, pour vous donner un ordre d'idée, c'est supposé être la matrice que doit avoir un IMAX. Peu de cinéastes utilisent réellement cette matrice, puisque finalement, ce qui est plus cool en IMAX, c'est le 1,77 qui prend un écran quasi complet de télé ou d'ordinateur. Donc, c'est la vraie matrice originelle de l'IMAX, mais techniquement, personne s'en sert. Ce format, je trouve, est assez ludique et intéressant, puisqu'il permet à Lanthimos de rejoindre pas mal d'effets de style qui s'amusent souvent à placer, qui est de jouer justement avec la proportion des visages au sein de son cadre. Et je trouve qu'ici, dans Bugonia, il a vraiment réussi à très bien construire ça, ce qui fait que je trouve de manière générale, les plans larges sont très intelligents et jouent beaucoup avec les échelles. C'est souvent au ras du sol en fait que se trouve la caméra quand il doit faire des gros plans. Et étrangement, lorsqu'il doit faire des plans larges et quand il fait des gros plans, au contraire, il est souvent de façon très zénithale. Il aime bien se mettre au-dessus pour presque essayer de montrer à quel point ces personnages sont asservis finalement par leur propre logique de pensée. Je trouve que, pour moi, l'évolution la plus intéressante dans son style... Déjà, moi je notais, c'est le retour des grands plans larges dans lesquels les personnages se perdent un peu en se déplaçant, qu'il avait un peu lâché après Mise à mort du cerf sacré. C'est-à-dire qu'à partir de la favorite, il revient à des plans plutôt taille, plutôt proches de ses personnages. Et là, il y a quelques séquences, notamment au début, où il revient là-dessus, notamment pour... Comme on va quand même faire de l'humour cynique sur une meuf qui se fait kidnapper, je pense qu'il sait que c'est une prémisse qui est peut-être un peu compliquée, ou à se dire « Ah, on va bien se marrer avec ça !» Au début, il distancie un peu, il nous crée une distance émotionnelle avec le personnage de Emma Stone, parce que elle est uniquement filmée de super loin. C'est-à-dire qu'il faut attendre qu'on soit dans la cave des mecs pour qu'on se rapproche d'elle et qu'on voit vraiment son visage. Le seul gros plan entre guillemets qu'il y a d'elle, c'est par le prisme d'une caméra qui la filme quand elle fait son discours d'entreprise. Donc c'est très intéressant justement que le seul gros plan qu'on ait en début de métrage, avant justement qu'elle soit dans cette cave complètement rasée, c'est un plan par le biais d'une caméra. Une caméra en plus qui la rend... J'avais presque l'impression de voir, tu sais, les transitions dans Detroit Become Human. Oui, où il y a les personnages qui sont face cam, qui ont les yeux qui sont complètement avec un cercle, genre vieux clip de rap des années 2000. Mais ouais. Il y a un truc qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est la première fois que je pense que Lanthimos s'approche autant du visage de ses personnages. Je pense aussi parce que comme c'est vision du monde contre vision du monde, il sait qu'on a besoin de... Enfin, il y a un besoin d'être le plus proche possible de ces personnages. Et de lire chacune des expressions des acteurs. En plus, ça c'est un point qu'on aura l'occasion d'évoquer dans le casting, mais ça joue beaucoup sur le fait que il se passe très peu de choses quand on regarde le visage complet, mais quand on regarde des détails, on voit que les acteurs ont joué sur des petits jeux de regard, des petits yeux qui se mettraient d'un seul coup à presque sauter comme ça, une bouche qui hésiterait à sourire et qui finalement revient. Enfin, c'est des tout petits détails comme ça, mais vu qu'en plus, comme le dit si bien Colin, c'est vrai que ça joue beaucoup sur des dialogues et sur des rapports de conflit, si tu te rapproches le plus possible des acteurs, tu crées tout de suite un sentiment d'angoisse qui fait que tu sais pas quand est-ce qu'ils vont péter ou quand est-ce qu'ils vont se sauter les uns sur les autres. Ça rajoute un sentiment un peu claustro de on est enfermé dans la cave, tu vas être bloqué avec ces personnages, donc je vais te mettre leur visage en gros sur l'écran, tu ne peux pas échapper à ce qu'ils disent. Et du coup, ça explique pourquoi il a lâché le fisheye. Un film de Lanthimos sans fisheye, en tout cas je ne me souviens pas. Kinds of Kindness, il n'y en avait pas tant que ça, je crois. Il y en a quand même. Il y en a quand même. Mais là, il n'y en a aucun. C'est vrai que c'était un peu... Il y a des grands angles, mais il n'y a jamais de fisheye. C'était devenu un peu son plan signature depuis La Favorite. Et là, il a complètement lâché fisheye parce que je pense qu'il veut que les visages ne soient pas déformés sur ces très gros plans, sur eux, justement. Donc voilà, moi c'est le truc que je noterais principalement, sinon c'est Lanthimos, donc plan très millimétré,
plan fixe ou travelling, dans les deux cas, ça va être des plans très longs. Mhm. C'est une certaine froideur dans la manière de filmer. Mais pour autant, c'est très coloré comme film. Oui, C'est très chaud, Terme bizarrement, comme d'étalonnage, film. ouais. C'est bourré de petits... c'est pas le chef-d'œuvre de Pauvre Créature, je me suis posé Je la crois, question. oui, pour un je film. crois, Ouais. si je te dis pas de bêtises. Robbie Ryan, oui, je crois que c'était déjà... Je crois que c'est son chef-op depuis Pauvre Créature. Je crois qu'ils ont fait ensemble C'est ça. possible. Je suis pas sûr que ce soit le même chef-op que sur Kinds of Kindness. Je pense qu'il a changé. Mais Robbie Ryan, c'est sûr, il a fait avec lui Pauvre Créature et La Favorite. Ok. C'est quasiment sûr. Mais on sent de toute façon que les deux, ils ont une bonne alchimie, ils ont un bon rapport et ils arrivent à créer quelque chose, quoi. Visuellement, il se passe quelque chose dans la manière avec laquelle ils développent leurs films. Il y a une belle esthétique, quoi. Il est un peu en train de se faire sa petite famille de cinéma. Oh, bah, c'est ça, hein, de toute façon. Il n'y a que les scénaristes qui restent jamais. Ouais. Ils changent tout le temps de scénariste, il n'y a jamais le même qui revient, mais en même temps, c'est ce qui est intéressant parce Je pense que que c'est ce qui lui permet de ne pas s'enfermer. c'est ça, mais c'est ce qui fait la force, par exemple, d'un Steven Spielberg dans un tout autre registre, c'est que c'est quelqu'un qui touche rarement au scénar, ou plus dernièrement, mais sinon très peu. Et sinon, il a des scénaristes qui reviennent de temps en temps, mais il a rarement le même scénariste de film en film, et c'est ce qui fait que son style arrive si bien à se muer entre chaque proposition de cinéma. Et je pense que Yorgos Lanthimos, dans un tout autre registre, a cette même ambition, c'est-à-dire d'avoir un style très marqué, une esthétique bien appuyée, et des effets de style que les spectateurs vont facilement identifier, mais que pour autant, les histoires, même si elles ont des thématiques ou des liens les unes avec les autres, elles ne vont jamais se ressembler. Ou en tout cas, il va juste y avoir un personnage qui va ramener une thématique et qui va faire qu'on va se dire « Ah tiens, c'est un film de Lanthimos ». Mais sinon, ces films, visuellement, ils tentent des choses, ce sont des vraies propositions, mais c'est toujours dans l'accompagnement d'une histoire qui va réussir quand même à se détacher par elle-même du lot. Et je trouve ça intelligent parce que, encore une fois, il y a beaucoup de scénaristes qui, des fois, ont tendance à faire des films avec des effets de style, mais à ne pas accompagner ce qu'ils veulent vraiment raconter. Et là, comme tu l'as si bien dit, rien que le fait de s'être dit « j'abandonne le fisheye et je me mets vraiment ultra près des personnages avec une profondeur de champ qui va être à peu près de cette distance-là sur les gueules des protagonistes », bah, ça amène tout de suite un effet de style, une ambiance, un côté un peu glauque où on se dit « ah tiens, je suis pas bien, je sens que ça peut vriller du jour au lendemain, que ça peut tout de suite partir en couille ». Et après, il y a aussi ce que j'appellerais la mise en scène des transitions. J'ai pas envie de trop en dire, mais quand ça marque, tu sais, 3 jours avant... Ouais. J'ai beaucoup aimé ces plans-là. C'est très joli. J'ai eu des relents de Lars von Trier. Ouais, dans un Mélancolia. peu, ouais, ça fait un peu mélancolière. Ouais, Ouais. ça m'a fait un petit peu cet effet-là. Et truc en vrai qui est intéressant aussi à noter, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas revu La Favorite, il faudrait que je revérifie. Mais depuis Pauvre Créature, j'ai l'impression qu'il se concentre vachement sur l'utilisation de la musique. Mhm, C'est-à-dire qu'il a des BO un peu plus mémorables depuis Pauvre Créature, parce que The Lobster, c'est un film qui est très silencieux. mhm. Enfin, Canine, Alp, The Lobster, c'est des films hyper silencieux. Mise à mort du cerf sacré, ça commence déjà à être Mise bien à mort du cerf bruyant. sacré, ouais, mais c'est de Mais la c'est musique classique. C'est ça, c'est encore de la Et, transition. ou de la nappe sonore. La Favorite, dans mon souvenir, c'est une BO assez classique. Ouais. Pauvre Créature, du coup, c'est une BO assez expérimentale. Ça leur a valu un Oscar, j'ai un doute, Pauvre Créature. Je crois peut-être. j'ai un Je doute, sais j'ai un plus qui a eu doute. l'Oscar, là. Mais Pauvre Créature avait été nominé, ça j'en suis sûr et certain, Ouais. pour meilleure musique, parce que c'était une BO assez barrée. Kinds of Kindness, il revient, c'était un peu son retour aux origines. Du coup, il revient à un film plus silencieux, mais la chanson d'intro, c'est Sweet Dreams. Il commence un peu à s'amuser avec de la musique ironique. Et il le fait vachement dans celui-là. Pareil, la BO, je suis désolé, j'ai pas révisé. Je me demande si c'est pas le même compositeur que Kinds of Kindness, que Pauvre Créature. Oui. Parce que il y a des sonorités similaires. Et il utilise pas mal de chansons pop. Et notamment, si vous m'aviez dit au début d'année, dans le prochain film de Lanthimos, il y a du Chapelle Rowan, je vous aurais dit non, faut arrêter. Mais il y a du Chapelle Rowan. Et au-delà de ça, je rejoindrai ton avis sur la bande originale. J'ai beaucoup aimé parce que je trouve que la bande originale joue beaucoup l'empathie sur le Tout à côté fait. super-héroïque de Teddy et Ton. Tout à fait. J'ai trouvé ça très amusant. Il y a mais des vrais envolées dans... il y a des envolées. Il y a des moments où j'étais en train de me dire, ça serait dans un film de super-héros, je dirais oui. Mm. C'est ouf. Et c'est dans un film où il n'y a pas de super-héros, juste deux complotistes qui kidnappent une chef d'entreprise. Et j'aime beaucoup l'ironie. J'avoue que j'ai beaucoup aimé ce point-là. Et heureusement que tu me l'as rappelé parce que je pense sinon je ne l'aurais pas recité. Mm. Mais c'est le même compositeur que Pauvre Créature. Et je crois qu'il avait composé une partie des quelques petits morceaux de musique qu'il y avait dans Kinds of Kindness. Parce qu'on va pas se mentir, dans Kinds of Kindness, je crois que s'il y a 5 titres
c'est un miracle. Parce que je crois qu'ils avaient fait en sorte justement de Bah, quasiment pas avoir de musique dedans. Comme Morp, Anatomie d'un cerf sacré. Ah, pas Le mal. crossover. Le crossover. Comme Mise à mort du cerf sacré, en fait, c'était, dans mon souvenir, Kaizo Kanes, c'était beaucoup soit de musique préexistante, Mhm. soit de la nappe sonore. Ouais, c'est ça. Je te propose qu'on passe au casting, Ouais. qui va être très court, hein, parce qu'on va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup d'acteurs à citer. Qui est-ce qu'on va garder Vas-y. Le mec qui fait le policier. Voilà, lui Oui. là. Stavros Alkias. Non, attends, c'est pas lui qui fait le policier. Si, c'est lui qui fait. T'es sûr? Pour moi, qui est c'était ici. le mec qui jouait le cas Richard Jewell. Ah non. Il lui ressemble beaucoup. Il lui ressemble de mais ouf. ça n'est pas lui. Ça n'est pas lui. Ok, bah je l'ai trouvé très Mais bien. c'est Stavros Alkias, qui est très drôle, qui est un personnage. Le personnage est complètement perché, bien allumé. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il ressorte des cartons Alicia Silverstone. Oui, Qui c'est joue donc vrai. la mère de Teddy. Mm. Un peu surréaliste, mais ça fonctionne super bien. Et elle, en plus, qui est une actrice qui a malheureusement un peu été décriée suite à Batman et Robin, on va pas se mentir, elle démontre que si, c'est une très bonne actrice. Mais pour moi, elle fait partie de cette génération d'actrices qui, depuis quelques années, arrivent à bien revenir sur le devant de la scène avec des petits rôles dans des films, mais qui sont réellement marquants parce qu'on se rend compte que c'est un visage qu'on connaît dans la pop culture, mais on a du mal à tout de suite dire « Attends, c'est bien elle ?» Oui, c'est elle. Et j'ai beaucoup aimé son interprétation, j'ai trouvé ça très cool. On va citer Aidan Delbis qui joue Don. Oui, donc le cousin de Ted. Wow. Qui est très bien. Pas facile de jouer le teubé. Hein. Ouais, très mutique. Ouais. C'est vraiment un rôle extrêmement complexe parce que son personnage est quelqu'un qui vit dans une relation complexe, qu'on pourrait presque dire toxique par moment. Qu'on peut dire toxique. Qu'on peut dire toxique. Et la subtilité et l'élégance avec laquelle il joue le débile profond qui en fait ne l'est pas tant que ça, mais juste quelqu'un de manipulé, c'est chapeau. C'est un rôle qui pourrait vite tomber dans la caricature et il arrive à le tenir. Il arrive vraiment à le tenir du début à la fin du film. Il faut citer Jesse Plemons. Jesse Plemons qui est je suis content qu'il ait son air un peu acteur respectable. Il a longtemps été candidat au second rôle, notamment dans les comédies. Et là, après, le prix d'interprétation avec Kinds of Kindness, là, c'est... Le film est un peu piégeux. Le film commence comme la performance star de Jesse Plemons. C'est-à-dire que c'est lui qui est au centre du film. Il est incroyable, il bouffe l'écran. Il a une manière de jouer ce personnage qui est totalement sincère et en même temps profondément dérangeante. Il y a des scènes, notamment quand ils sont autour du feu et qu'il fait prendre une pilule à son cousin, qui est... Il arrive à le jouer mais d'une manière glauquissime et en même temps tu ne détestes jamais vraiment le personnage parce que au niveau de l'écriture et comment il le joue, il y a un côté vraiment sincère d'enfant traumatisé derrière ça qui est hyper intéressant et il le tient. Du coup, tout le film j'étais en mode bon, c'est le film pour Jesse Plemons et en fait aussi dans la dynamique du scénario, il y a un moment dans le film, j'ai fait waouh, en fait c'est le film d'Emma Stone. Et c'est ce qui est très intelligent avec l'Antimos. C'est un duel d'acteurs qui est incroyable, en vrai. Mais je pense qu'il est resté dans la dynamique de Kinds of Kindness, où il fallait que les deux bouffent l'écran, et qu'il fallait leur donner assez de place pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il y en ait un qui prenne plus de place que l'autre. Ce qui fait qu'il y a un bon 1 heure où c'est Jesse Plemons qui domine le film, et il y a un bon 1 heure où d'un seul coup, Emma Stone... elle se révèle, son personnage ne devient plus... Mais je pense que c'est aussi à cause de, comment c'est écrit, de la relation de pouvoir qui s'établit petit à petit entre les deux. Mais du coup, Emma Stone arrive vraiment à prendre beaucoup de place et à démontrer encore une fois que, avec l'Antimos, elle a une pleine et totale expression de son art. Et c'est pour ça, je pense, qu'elle n'a pas forcément beaucoup de projets à côté, en fait. Mais parce qu'en plus, il y a des rôles super variés. C'est ça. C'est-à-dire qu'on pourrait craindre que, oh, elle tourne toujours le temps à Emerald, elle produit les films, elle se met des rôles... on pourrait craindre une Burton. Ouais, c'est ça, une Burton. On pourrait craindre une Burton avec Helena Bonham Mais alors Carter. là, entre l'arriviste de La Favorite, la femme enfant de Pauvre Créature, les 3 rôles que j'aurais du mal à expliquer de Kinds of Kindness, on ne peut pas les Whatever the fuck is happening in Kinds of Kindness. Moi, je pense notamment le deuxième quand elle fait la femme qui revient d'un accident. Voilà. Et ce personnage-là qui est à la fois extrêmement empathique et profondément manipulatrice, mais encore une fois avec cet entre-deux où, comme le personnage de Jesse Plemons, on va pas totalement la détester, on va pas totalement l'apprécier non plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on est en empathie avec elle quand même à cause de ce qui lui arrive, mais en même temps il y a des moments où on voit vraiment une espèce de sournoiserie affreuse dans la manière dont elle lui parle et dans ce dialogue qui s'établit où elle va vers lui mais en même temps elle essaye de le niquer.
C'est très intelligent. Elle est incroyable dans ce rôle-là de... En fait, la différence dans les personnages et entre les personnages, c'est que Jesse Plemons, son personnage, il est totalement sincère. Emma Stone, elle joue au poker. Elle planque sa main et elle joue ses cartes. Et c'est pour ça qu'elle se révèle petit à petit. Parce que quand tu comprends les cartes qu'elle joue, là tu fais « Ah ouais, non, en fait, elle est en train de bouffer l'écran. » Donc chapeau, encore une fois. Et les deux, hein. C'est Ouais, vrai que là, on loue beaucoup la performance d'Emma Stone, mais Jesse Plemons, lui, pour le coup, est également très impressionnant. Pour citer un film qui a rien à voir, mais en termes de dynamique, de performance d'acteur, c'est un peu comme le garde à vue avec Ventura. Oui, oui. Dans le sens où c'est vraiment un duel d'acteurs, et les deux vont bouffer l'écran à tour de rôle en fonction de comment la relation de pouvoir évolue. Complètement. Très joli comparatif. J'aime beaucoup. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Bugonia, mon cher Colin? Bah, l'Antimos, on continue à suivre, hein, c'est cool, moi j'aime bien. Peut-être, voilà, un poil plus de réserve que les dernières fois. Maintenant, oh là là, je vais pas lui mettre 9, je vais lui mettre 8 sur 10. Bon, voilà, je recommanderais toujours Bugonia si vous appréciez son style. Si vous appréciez pas son style, je pense qu'il reste accessible. C'est pas Kinds of Kindness qui était... je pense à une frange très spécifique de la population qui était lui. Je pense que Kinds of Kindness, c'est un film qu'il a fait pour lui en mode, vous savez quoi, Pauvre créature, ça a marché, je m'en fous. Moi, je m'obstine à penser qu'il y a beaucoup de gens l'année dernière, et ça m'avait fait rigoler, qui étaient ultra fans de Pauvre créature, qui sont allés voir Kinds of Kindness, qui sont ressortis en mode, je vais mettre Pauvre créature dans mon top, je vais mettre Kinds of Kindness dans mon flop. Et ça m'avait fait mourir de rire parce que j'étais en mode, mais vous avez vu le début de la filmo de Lantimos? Parce que c'est ça en fait, ça a toujours été ça. Hein. C'est pas parce qu'il a fait La Favorite et Pauvre créature qu'il a changé entre temps. Hein. Ouais. Et non, là, celui-là, je pense qu'il est sur un... Le côté high concept fait que le film reste accessible, même si, comme d'hab avec l'Antimos, entendez-vous à une certaine amoralité, et un côté un peu crade dans ce qui va se passer, une certaine cruauté, qui, voilà, à mon sens, dans celui-là, va peut-être, sur certains points, un petit peu trop loin pour rien, mais ça reste un film super bien dialogué, super prenant, et c'est cool, quoi. Je vais pas rajouter grand chose. Je trouve que l'équilibre entre l'accessible et le stylisé fait que l'Antimos, ça arrivera, je pense, avec ce film, à toucher un petit peu plus de gens qui auront la curiosité d'aller voir cette proposition. Encore une fois, gardez l'esprit ouvert parce que c'est quand même un cinéma qui est un peu barré, qui est assez perché, qui prend de la réalité pour se jouer un petit peu de celle-ci et pour amener une réflexion autour de l'époque dans laquelle on vit et d'une certaine idée de l'Amérique aussi. C'est toujours bien de le replacer comme ça parce que c'est vrai qu'en tant que Français, on peut mettre une distance tout de suite par rapport à ça. Mais quand on se met du point de vue des Américains, on trouve qu'il y a une certaine logique et une certaine cohérence par rapport à l'actualité qui fait que le film a des échos, a des réminiscences de ce qui gangrène un petit peu la mentalité culturelle américaine aujourd'hui. Mais au-delà de ça, comme l'a dit Colin, c'est divertissant, c'est prenant, c'est drôle, c'est malaisant, mais dans le bon sens du terme. Et ça arrive à nous emmener dans un moment d'esthétique qui est quand même très poussé, sans pour autant vouloir mettre une espèce de distance avec le spectateur, comme ça pouvait être le cas avec Kinds of Kindness. Non, vraiment, Bugonia de Yorgos Lanthimos, allez-y. Je pense vraiment que vous pourriez être très surpris, et dans tous les cas, vous aurez Emma Stone et Jesse Plemons. Oui, voilà. Donc, dans le genre caution, pour vous satisfaire, ça devrait vous suffire amplement. Merci, mon cher Colin. Mais de rien. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve cette fois, par contre, parce que je ne crois pas que ça soit la semaine prochaine. Non. Mais on se reverra. Sauf si Edgar Wright et Yorgos Lanthimos font un film. Et alors là, je pense pas qu'ils ont prévu ça faire la semaine Non, prochaine. à ma connaissance, non. On verra ce que l'avenir nous réserve. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ciao. Mais du coup, tu m'as pas répondu. Tu es un extraterrestre? Peut-être. Non, mais on va en parler. On va dialoguer. Mais du coup, tu es un alien. Non, je comprends tes sentiments. Mais tu es un alien. Non, je comprends vos sentiments, monsieur. Mais on va prendre du recul. Vous êtes je un pense alien. que vous êtes traumatisé. Vous Non, êtes c'est un pas ce alien. que j'ai dit. Vous Non, êtes un c'est pas alien. ce que j'ai Vous dit. êtes un alien.